Je suis Jason Miller, j'ai 28 ans, et jusqu'au mois dernier, je pensais avoir une famille normale. Malgré mon succès en tant que cadre dans la tech, mes parents n'ont jamais tout à fait approuvé mon choix de carrière. Rien ne m'avait préparé à ce jeudi soir où j'ai déverrouillé la porte de mon Penthouse, enlevé mes chaussures et vu mon téléphone s'allumer avec 58 appels manqués et 20 messages. Le dernier disait simplement, « Tes affaires sont dans le garage maintenant. Ryan a plus besoin de ta chambre que toi. » Mon enfance effacée en un seul texto. Avant de plonger dans le déroulement de cette trahison familiale, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour voir plus d'histoires sur la façon de se défendre lorsque la famille dépasse les bornes. Grandir dans la banlieue du Michigan a façonné une grande partie de ce que je suis aujourd'hui, bien que pas toujours de manière positive. Ma maison d'enfance était une coloniale à 2 étages soignée avec une pelouse bien entretenue et des règles strictes assorties. Mes parents, Frank et Diana Miller, dirigeaient notre foyer avec une autorité inébranlable et des valeurs traditionnelles qui laissaient peu de place à la discussion ou à la déviation. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris la hiérarchie dans notre famille. Ma sœur Melissa, de 4 ans mon aînée, occupait la position convoitée d'enfant chéri. Elle excellait dans les activités que mes parents valorisaient, jouer du piano aux réceptions de l'église, rejoindre l'équipe de débat et finalement poursuivre des études de commerce à l'université locale où mon père avait des relations. Ses réussites étaient célébrées avec enthousiasme. Ses événements scolaires suivis sans question. Ses opinions valorisées à table. Mes intérêts étaient différents. Les ordinateurs m'ont fasciné dès que mon école primaire a eu son premier laboratoire informatique. Je passais des heures à apprendre les bases de la programmation, à créer des jeux simples et à explorer le potentiel de la technologie. Ces activités étaient vues avec suspicion dans notre foyer. Jouer avec des ordinateurs, disait mon père avec mépris, ça ne mettra jamais de nourriture sur la table comme une vraie carrière. L'entreprise familiale était la Quincaillerie Miller, un magasin que mon grand-père avait lancé et que mon père avait étendu à 3 emplacements à travers le comté. Il était entendu, bien que jamais directement déclaré, que je rejoindrais finalement l'entreprise. Mon aptitude pour la technologie était traitée comme une phase dont je sortirais, pas comme un véritable cheminement de carrière. Le magasin a soutenu cette famille pendant 2 générations, me rappelait mon père. Il a payé pour cette maison, tes vêtements, ta nourriture. Il y a de la dignité à continuer ce que ton grand-père a construit. Le lycée a apporté les premiers conflits majeurs. Alors que mes pères recevaient des félicitations pour leur lettre d'acceptation à l'université, mes parents ont réagi à ma bourse en informatique avec une déception visible. 4 ans gâchés pour quelque chose sans avenir, a soupiré ma mère quand je leur ai montré la lettre de récompense. Ton cousin Thomas est déjà directeur adjoint au magasin de Northside et il n'a que 19 ans. Malgré leur désapprobation, je suis parti pour l'université, déterminé à tracer ma propre voie. Ces 4 années ont été transformatrices, des cours stimulants, des professeurs inspirants et des pairs qui partageaient mon enthousiasme pour la technologie. Pour la première fois, mes intérêts étaient validés plutôt que rejetés. Après l'obtention du diplôme sont venues les années de vaches maigres qui ont testé ma résolution. Mon premier emploi dans une start-up en difficulté payait à peine assez pour partager un appartement avec 3 colocataires. Les journées de travail de 16 heures étaient courantes, alimentées par des nouilles instantanées et la conviction que nous construisions quelque chose d'important. Lorsque l'entreprise a fait faillite 18 mois plus tard, j'ai passé des semaines à dormir sur les canapés d'amis, à prendre des travaux de codage en freelance et à ignorer les messages vocaux de mon père suggérant qu'il était temps d'arrêter de jouer et de rentrer à la maison. La percée est venue de manière inattendue. Une application que j'avais développée le week-end, un outil pour aider les petites entreprises à gérer leur stock, a attiré l'attention d'un capital risqueur lors d'un événement de réseautage. En 6 mois, j'avais un financement, une petite équipe et une base d'utilisateurs croissante. 3 ans plus tard, lorsqu'une grande entreprise technologique nous a acquis, j'ai rejoint leur équipe de direction en tant que directeur du développement produit et j'ai finalement été promu vice-président. Le succès financier n'a pas amélioré ma relation avec mes parents. Au contraire, il a souligné les différences fondamentales de nos valeurs. Ils considéraient ma carrière comme de la chance plutôt que du mérite, temporaire plutôt que durable. Les appels téléphoniques à la maison devenaient des exercices d'évitement, ma mère demandant quand je me poserais et mon père suggérant que je devrais investir mon argent d'ordinateur dans l'expansion de l'entreprise familiale de quincaillerie. Pendant ce temps, ma sœur Melissa avait suivi le chemin attendu, épousant Ryan peu après l'université et prenant un poste de direction au magasin familial.
Mais leur récit parfait a commencé à montrer des fissures lorsque Ryan a perdu son emploi de comptable en raison d'une restructuration d'entreprise. Le premier de nombreux postes qu'il allait enchaîner. À chaque fois, il y avait une explication qui l'exonérait de toute responsabilité: patron difficile, lieu de travail toxique, mauvaise gestion de l'entreprise. À mesure que l'emploi de Ryan devenait de plus en plus sporadique, le soutien de mes parents restait inébranlable. Ils offraient une aide financière, des relations professionnelles et une compréhension sans fin. Ryan traverse une période difficile, expliquait ma mère. Il a un tel potentiel, mais la bonne opportunité ne s'est pas encore présentée. Le contraste avec leur traitement de mes premières luttes était frappant. Lorsque j'avais fait face à des revers, le message était clair: c'était la conséquence de mauvais choix. Pour Ryan, les revers étaient des circonstances malheureuses arrivant à une personne méritante. Malgré la relation tendue, j'ai maintenu le contact et fourni un soutien financier en cas de besoin. J'ai payé l'opération du genou de mon père lorsque leur assurance a refusé la couverture. J'ai couvert le déficit de la taxe foncière lorsque la quincaillerie a eu une année difficile. J'ai envoyé ma mère en croisière pour son 60e anniversaire, ses premières vacances en 15 ans. Ces gestes étaient acceptés avec une reconnaissance minimale, traités presque comme des obligations plutôt que de la générosité. C'était la dynamique familiale complexe que j'avais appris à naviguer à distance. Mes visites à la maison sont devenues moins fréquentes, généralement limitées aux grandes vacances et aux événements familiaux. Ma chambre d'enfance est restée largement inchangée, un musée d'une version plus jeune de moi-même que mes parents semblaient préférer. La pièce contenait des vestiges de mes anciens trophées de débat, rubans de foire scientifique et l'ordinateur de bureau où j'avais écrit mes premières lignes de code. Je n'avais aucune idée que cet équilibre fragile était sur le point de s'effondrer, ou que ma chambre d'enfance deviendrait le champ de bataille d'une confrontation familiale qui couvait depuis des décennies. Le jour où tout a changé avait commencé assez ordinairement. Je suis arrivé au bureau à 7h30 du matin, me préparant pour des réunions consécutives concernant le lancement de notre nouveau produit. L'équipe de développement avait rencontré des problèmes d'intégration nécessitant une attention immédiate, et j'ai passé des heures dans la salle de conférence à travailler sur des solutions avec les ingénieurs et les chefs de projet. À 18h, nous avions résolu les problèmes critiques et établi un nouveau calendrier pour la sortie. Je suis finalement sorti pour prendre le dîner au café d'en face, laissant mon téléphone en charge dans mon bureau. L'ironie technologique ne m'a pas échappé, un dirigeant de la tech déconnecté de ses appareils pendant près de 10 heures. Ce n'est qu'après être retourné à mon bureau vers 20h que j'ai vérifié mes notifications. L'écran affichait un arriéré qui m'a noué l'estomac, 58 appels manqués et 20 SMS. La plupart venaient de ma mère et de ma sœur, avec quelques-uns de mon père. Ma première pensée fut que quelqu'un avait été blessé ou pire. Le cœur battant, j'ai fait défiler jusqu'au premier message de ce matin-là. Maman 9h13, Jason, appelle-moi dès que tu as ce message. Nous devons discuter de quelque chose d'important concernant la maison. Mélissa 9h47, maman a dit qu'elle t'avait appelé. Rappelle-la. C'est à propos de Ryan. Maman 10h22, Jason, c'est urgent. S'il te plaît, appelle à la maison. Les messages ont continué à devenir de plus en plus insistants tout au long de la journée. En début d'après-midi, le ton était passé de l'urgence à l'accusation. Maman 13h35, ton silence est très décevant. C'est une affaire de famille qui nécessite ton avis. Papa 14h05, ta mère a essayé de te joindre toute la journée. Le moins que tu puisses faire est de répondre. Mélissa 15h08, sérieusement, tu ne peux pas prendre 5 minutes pour rappeler. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes à régler. Ce sont les messages de fin d'après-midi qui ont révélé la situation réelle et ils m'ont frappé comme un coup physique. Maman 16h22, puisque tu ne réponds pas, nous avons pris la décision sans toi. Ryan et Mélissa doivent emménager temporairement. Ryan utilisera ta chambre. Nous convertissons le garage pour tes visites. C'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Mélissa 17h10, maman t'a parlé de la situation de la chambre. Ryan a encore perdu son travail et notre propriétaire vend l'immeuble. Nous devons économiser de l'argent et aider maman et papa. Tu n'es jamais là de toute façon, alors arrête d'être égoïste. Papa 17h45, ta mère est contrariée que tu n'aies pas rappelé. Ryan est déjà en train d'emménager certaines choses. Le garage sera parfaitement bien pour tes visites. Tu ne rentres à la maison que 2 fois par an de toute façon. Le dernier message était arrivé juste 30 minutes avant que je vérifie mon téléphone.
J'ai fixé mon téléphone, incrédule. Ils avaient vidé ma chambre sans permission, mis mes affaires en boîte et m'avaient relégué au garage inachevé, tout en s'attendant à mon accord et mon soutien. L'hypothèse de conformité était peut-être l'aspect le plus choquant. Il n'y avait eu aucune véritable tentative de discussion, juste une notification de décision déjà prise. Les appels manqués peignaient un tableau similaire. Il y avait des messages vocaux allant de l'inquiétude à la cajolerie jusqu'à la colère pure et simple. Le dernier message vocal de ma mère apportait le coup de grâce. Jason, ton silence en dit long sur tes priorités. Ryan et Melissa sont aussi de la famille, et ils ont besoin de notre aide en ce moment. Le garage est parfaitement habitable, et nous pouvons ajouter un chauffage d'appoint pour les visites d'hiver. C'est ce que les familles font l'une pour l'autre. Ta sœur ferait la même chose pour toi. J'étais assis à mon bureau, stupéfait par l'audace de tout cela. La chambre elle-même n'était pas le problème. J'avais mon propre logement et je restais rarement pour la nuit lors des visites. C'était le mépris total pour moi en tant qu'individu, le traitement cavalier de mes affaires et l'hypothèse que j'accepterais ce traitement sans poser de questions. Mon premier instinct a été d'appeler immédiatement et d'exprimer mon indignation. Mais quelque chose m'a arrêté. L'expérience m'avait appris que les réponses enflammées à mes parents menaient rarement à des résultats productifs. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à mon meilleur ami, Marcus, quelqu'un qui avait été témoin de ma dynamique familiale pendant des années. Besoin de perspective. Parents ont donné ma chambre au beau-frère sans demander, déplacé mes affaires au garage et sont maintenant fâchés que je ne sois pas reconnaissant. Est-ce que je réagis trop? Marcus a appelé immédiatement. Mec, tu es sérieux? C'est tordu. Ils ont décidé ça aujourd'hui et s'attendaient à ce que tu sois disponible pour consulter selon leur emploi du temps pendant que tu travailles. Son indignation a aidé à clarifier mes pensées. Ce n'était pas un incident isolé, mais une partie d'un schéma de manque de respect qui caractérisait notre relation depuis des années. Mes sentiments et mes limites n'avaient jamais reçu la même considération que ceux de ma sœur ou de son mari. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Marcus après que j'ai expliqué toute la situation. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », ai-je répondu. Les appeler ce soir ne mènerait qu'à un concours de cris. Quoi que tu décides, souviens-toi que ce n'est pas un comportement normal, a dit Marcus avant de raccrocher. Les familles saines discutent des changements majeurs. Elles n'exigent pas la conformité et ne punissent pas les questions. J'ai passé le reste de la soirée dans mon pantouse, entouré de la vie que j'avais construite pour moi-même, contemplant comment répondre à cette dernière crise familiale. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que mes parents vidaient ma chambre d'enfance pour faire de la place à mon beau-frère sans emploi, j'étais assis dans un pantouse que j'avais acheté grâce à des années de travail acharné dans la carrière qu'ils avaient rejetée. En allant me coucher ce soir-là, j'ai pris une décision. Je conduirai jusqu'à la maison de mes parents le lendemain pour voir la situation de mes propres yeux et avoir une conversation attendue depuis longtemps sur le respect et les limites. Le temps d'éviter le conflit pour maintenir la paix était révolu. Le trajet de 3 heures jusqu'à la maison de mes parents le lendemain matin m'a donné beaucoup de temps pour organiser mes pensées. J'avais décidé d'aborder la situation calmement mais fermement, en traitant non seulement le problème de la chambre, mais le schéma de manque de respect qu'il représentait. Au moment où je me suis garé dans l'allée familière, je me sentais prêt pour tout ce qui m'attendait. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était la vue qui m'a accueilli en approchant de la porte d'entrée. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir Ryan portant ce qui semblait être ses vêtements dans ma chambre d'enfance. La porte était ouverte, et de mon point de vue, je pouvais voir que la pièce avait déjà été transformée. Mon bureau avait disparu, remplacé par l'équipement d'exercice de Ryan. Les étagères qui avaient contenu mes manuels d'informatique affichaient maintenant les souvenirs sportifs de Ryan. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Ma mère a répondu, son expression initiale de surprise rapidement masquée par une attitude défensive. « Jason, nous ne t'attendions pas aujourd'hui. Tu aurais pu appeler d'abord. » Son ton suggérait que c'était moi qui enfreignais le protocole. J'ai pensé qu'il valait mieux discuter de la situation en personne, ai-je répondu, gardant mon sang-froid. Puis-je entrer? Elle s'est écartée à contre-cœur. À l'intérieur, mon père était assis dans son fauteuil inclinable à regarder un match de baseball. Il a hoché la tête en guise de reconnaissance mais ne s'est pas levé. « Alors tu as finalement décidé de répondre » a-t-il dit en coupant le son de la télévision. « Ta mère a été contrariée toute la journée d'hier. » Avant que je puisse répondre, Melissa a émergé de mon ancienne chambre.
tu t'es vraiment montré. Drame comme d'habitude, Jason. Tu aurais pu juste rappeler comme une personne normale. J'étais en réunion toute la journée, ai-je expliqué, bien que je sache que la justification tomberait dans l'oreille d'un sourd. Mais ce n'est pas la question. La question est que vous avez pris une décision majeure affectant mes affaires sans même me consulter. Ma mère a croisé les bras. Te consulter? Nous avons essayé de t'appeler des dizaines de fois. Tu étais trop occupé avec ton travail d'ordinateur pour décrocher le téléphone. Et si j'avais répondu, aurait-ce été une discussion ou m'auriez-vous simplement informé de ce que vous aviez déjà décidé? Le silence inconfortable a confirmé mes soupçons. Ryan et Melissa ont besoin de notre aide en ce moment, a finalement dit ma mère, sa voix prenant le ton de martyr que je connaissais bien. Ryan a perdu son poste au cabinet comptable. Le nouveau directeur avait des attentes déraisonnables. Ryan est apparu dans le couloir, l'air mal à l'aise, mais pas particulièrement désolé. Et, Jason. Dur pour la chambre, mais on apprécie vraiment que tes parents nous aident. Et vous aviez besoin spécifiquement de ma chambre parce que, ai-je incité. Mon père est entré dans la conversation. C'est la plus grande chambre à part la principale. Ryan et Melissa ont besoin d'espace. Ils ont beaucoup de choses. Tu as réussi maintenant avec ton appartement chic en ville. Tu ne vis même plus ici. Ce n'est pas la question, ai-je rétorqué. La question est le respect. Vous auriez pu m'appeler la semaine dernière, expliquer la situation et demander ce que j'en pensais. Au lieu de cela, vous avez attendu la dernière minute, exigé une réponse immédiate pendant ma journée de travail, puis agi sans mon avis. Notre maison, nos règles, a répondu mon père, retombant sur la phrase qu'il avait utilisée tout au long de mon enfance pour mettre fin aux discussions. Nous n'avons pas besoin de ta permission pour utiliser les pièces de notre propre maison. Melissa s'est avancée, son expression vertueuse. Jason, tout ne tourne pas autour de toi. Ryan et moi ne pouvons pas payer le loyer en ce moment. Le propriétaire a vendu notre immeuble et nous avons 30 jours pour déménager. Ryan est entre 2 emplois et mon salaire au magasin couvre à peine les courses. Où étions-nous censés aller? Je comprends que vous êtes dans une situation difficile, ai-je dit, gardant mon calme. Et j'aurais été heureux d'aider à trouver une solution, mais il ne s'agissait pas de vous aider. Il s'agissait de prendre des décisions sans respect pour moi ou mes affaires. Quelles affaires, a ricané ma mère. De vieux trophées et des livres d'ordinateur. Nous avons tout emballé soigneusement. Tout est dans le garage. Laissez-moi voir, ai-je dit, me dirigeant vers la porte latérale qui menait au garage. Ce que j'y ai trouvé m'a envoyé une onde de choc. Mes affaires n'avaient pas été emballées soigneusement, comme le prétendait ma mère. Elles avaient été jetées à la hâte dans des sacs poubelles et des boîtes en carton. Mes trophées de débat étaient empilés au hasard dans un coin, l'un avec sa figurine cassée. L'ordinateur où j'avais écrit mes premiers programmes gisait sur le côté au-dessus d'une boîte, le boîtier fissuré par une manipulation négligente. Le plus inquiétant fut la découverte de plusieurs sacs poubelles noirs près de la porte. En ouvrant un, j'ai trouvé mes journaux d'enfance, mes certificats de foire scientifique et les livres de programmation que j'avais gardés pendant des années. Ils étaient positionnés comme s'ils étaient prêts à être jetés avec les ordures. Je suis retourné au salon, la colère menaçant maintenant de submerger mon attitude calme. Vous prévoyiez de jeter mes affaires. Nous devions faire de la place, a répondu ma mère sur la défensive. Ces vieux papiers et livres ne faisaient que prendre la poussière. Ces vieux papiers incluaient mes premiers prix en programmation, la carrière que vous avez rejetée pendant des années, m'équipent maintenant pour beaucoup de choses dont vous avez besoin. Mon père a agité la main avec dédain. S'ils sont si importants, prends-les avec toi. Nous te rendions service en débarrassant les choses enfantines. Alors que nous discutions, Ryan a émergé de ma chambre portant l'un de mes vieux sweatshirts d'université. Voyant mon expression, il a haussé les épaules. Ta mère a dit que ça ne te dérangerait pas si j'utilisais certains des vêtements que tu as laissés derrière toi. Pas de raison qu'ils restent dans un placard. C'est alors que ma sœur a prononcé ce qu'elle pensait clairement être le dernier mot sur la question. Jason, nous avons besoin que tu participes pour la conversion du garage. Papa a eu une estimation, et ça coûtera environ $3000 pour le rendre habitable pour tes visites. Puisque c'est toi qui l'utiliseras, tu devrais couvrir le coût. L'audace de la demande m'a laissé momentanément sans voix. Ils avaient déplacé mes affaires sans permission,
donné ma chambre à mon beau-frère sans emploi, failli jeter mes souvenirs, et s'attendait maintenant à ce que je paie pour le privilège de dormir dans le garage lors des visites. Mon père a mal interprété mon silence comme de la considération. Et pendant que nous discutons finances, Ryan a une idée d'entreprise qui pourrait vraiment décoller avec un investissement initial. Rien de majeur, 20 000 ou quelque chose comme ça pour commencer. Avec ton salaire technologique, ça devrait être gérable. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des années de rejet, de manque de respect et de deux poids deux mesures se sont cristallisées dans ce moment de sans-gêne époustouflant. Il n'avait jamais soutenu mes choix de carrière, avait activement sapé ma confiance à chaque tournant, et me voyait maintenant principalement comme une source de financement pour leur enfant préféré et son mari en difficulté. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, ai-je dit, ma voix stable malgré mon tourment intérieur. Vous voulez que je paie 3 000 $ pour convertir le garage où vous m'avez banni après avoir donné ma chambre à Ryan. De plus, vous voulez que j'investisse 20 000 $ dans une entreprise commerciale pour Ryan qui a perdu plus de... Combien d'emplois maintenant? Ce n'est pas juste, a interjeté Mélissa. Ryan a eu de la malchance avec les employeurs. Tout le monde n'a pas un traitement spécial dans le monde de la tech comme toi. Il ne s'agit pas de l'historique d'emploi de Ryan, ai-je répondu. Il s'agit de respect, quelque chose qui a constamment manqué dans la façon dont cette famille me traite. L'expression de ma mère s'est durcie. Si tu ne peux pas aider ta sœur quand elle en a besoin, alors peut-être que tu devrais reconsidérer ce que signifie la famille pour toi après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé doucement. Vous avez rejeté mes choix de carrière, minimisé mes réalisations, et maintenant vous avez disposé de mes affaires sans mon consentement. À quel moment dans cette relation ai-je été traité avec le même respect que vous donnez automatiquement à Mélissa et Ryan? La question est restée en suspens, sans réponse car sa prémisse était indéniable. Si c'est ce que tu ressens, a finalement dit mon père, alors peut-être que tu devrais prendre tes affaires restantes et partir. La famille signifie se soutenir mutuellement, pas tenir les comptes. C'est exactement mon point, ai-je répondu. Le soutien dans cette famille n'a jamais coulé que dans une seule direction. Sur ce, je suis retourné au garage et j'ai commencé à rassembler les objets qui comptaient le plus pour moi, le journal, les certificats et quelques souvenirs qui représentaient des étapes importantes. Pendant que je travaillais, l'ampleur de la rupture qui se produisait s'est installée sur moi. Il ne s'agissait pas seulement d'une chambre ou de possession. Il s'agissait de reconnaître un dysfonctionnement fondamental qui avait façonné notre dynamique familiale pendant des décennies. Le trajet de retour vers mon Pentouse était à la fois épuisant émotionnellement et étrangement libérateur. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, j'avais directement affronté l'inégalité qui caractérisait mes relations familiales. J'avais nommé le manque de respect qui avait été normalisé depuis si longtemps, et ce faisant, j'avais changé quelque chose de fondamental dans notre dynamique. Alors que je portais les cartons sauvés de mon enfance dans mon Pentouse, le contraste entre ma vie actuelle et la perception que ma famille avait de moi n'avait jamais été aussi frappant. Le salon spacieux avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'horizon de la ville représentait tout ce que j'avais construit pour moi-même, malgré, et non grâce au soutien de ma famille. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer tout au long du trajet de retour. Les messages de ma mère oscillaient entre culpabilisation, je n'arrive pas à croire que tu parlerais à ton père de cette façon, et tentative de minimiser ce qui s'était passé, tu réagis trop comme d'habitude. Les messages de ma sœur étaient plus directement accusateurs, merci d'avoir tout gâché. Maman pleure depuis que tu es parti. J'ai posé le téléphone sur mon comptoir de cuisine et j'ai pris une décision qui était attendue depuis longtemps. Je prendrai du temps loin de ma famille pour établir des limites claires. La première étape était financière. Pendant des années, j'avais discrètement soutenu mes parents de diverses manières. Je payais leurs factures de téléphone portable dans le cadre de mon forfait familial. Je couvrais la différence lorsque la quincaillerie avait des mois difficiles. J'avais même fait les paiements de leur voiture l'année dernière après que mon père se soit plaint du taux d'intérêt de leur prêt. Ces enchevêtrements financiers avaient créé une dynamique malsaine où mon soutien était attendu mais jamais reconnu. Il était temps de me désengager, non par méchanceté, mais comme une étape nécessaire vers une relation plus saine, si une telle chose était même possible. J'ai passé le week-end à passer des appels et à séparer nos affaires financières. J'ai retiré mes parents de mon forfait familial de téléphone portable, transféré le prêt automobile à leur nom et appelé les compagnies de services publics pour supprimer mes informations de paiement automatique. Ce n'étaient pas des actions punitives, mais nécessaires.
Je ne pouvais pas continuer à favoriser une relation où j'étais simultanément tenu pour acquis et manqué de respect. Mes amis ont fourni un soutien crucial pendant cette transition difficile. Marcus est venu avec des plats à emporter samedi soir, écoutant pendant que je traitais les événements des derniers jours. J'y pense depuis un moment, a-t-il dit alors que nous étions assis sur mon balcon. Ta famille a toujours eu cette dynamique bizarre où ils rejettent ta carrière tout en bénéficiant. Tu te souviens quand ta mère s'est plainte de ton au boulot d'ordinateur tout en utilisant l'iPhone que tu lui as acheté? Elena, une autre amie proche qui avait été témoin de beaucoup de mes luttes familiales, a appelé pour prendre des nouvelles après que je lui ai envoyé un texto sur la situation. Ce n'est pas à propos de la chambre, a-t-elle insisté. C'est à propos du fait qu'ils ne te voient jamais clairement. Ils ont créé un récit sur toi comme l'enfant qui réussit le moins et ils ne peuvent pas l'ajuster même quand la réalité les contredit complètement. Leurs perspectives ont aidé à renforcer le fait que ma réaction n'était pas excessive ou injustifiée. Pendant des années, j'avais minimisé le dysfonctionnement dans mes relations familiales, trouvant des excuses pour un comportement qui serait inacceptable de la part de n'importe qui d'autre. L'incident de la chambre avait simplement rendu le schéma trop évident pour être ignoré plus longtemps. Le premier test de mes nouvelles limites est arrivé plus tôt que prévu. Pendant 2 semaines, il y a eu un silence relatif de ma famille, mis à part des messages passifs-agressifs occasionnels avec lesquels j'ai choisi de ne pas m'engager. Puis, un mardi soir, mon téléphone s'est allumé avec un appel de mon père. Le premier contact direct depuis notre confrontation. J'ai répondu par un « Allô » neutre, ne sachant pas à quoi m'attendre. Jason, a commencé mon père, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel. Nous semblons avoir des problèmes avec les services publics. Ta mère a essayé d'appeler la compagnie d'électricité et ils ont dit que les paiements automatiques ont cessé. Oui, ai-je confirmé. J'ai séparé nos comptes. Je ne couvrirai plus ces factures. Il y a eu un moment de silence stupéfait avant qu'il ne réponde, sa voix montant. Tu ne peux pas juste nous couper comme ça. Ta mère et moi avons un revenu fixe. Le magasin est en difficulté. Et avec Ryan et Melissa restant avec nous maintenant, nos dépenses ont augmenté. Je comprends que les finances sont serrées, ai-je répondu calmement. Mais je ne peux pas continuer à soutenir un foyer où je ne suis pas traité avec respect. C'est encore à propos de la chambre. Tu punis ta mère pour une pièce idiote. Ce n'est pas une punition, ai-je expliqué. Il s'agit d'établir des limites saines. Pendant des années, j'ai fourni un soutien financier alors que mes choix de carrière étaient rejetés et mes affaires traitées négligemment. Cette dynamique doit changer. La conversation s'est détériorée à partir de là, se terminant par mon père déclarant que je n'étais plus le fils qu'il avait élevé et raccrochant brusquement. Quelques minutes plus tard, ma mère a appelé, sa voix larmoyante alors qu'elle décrivait comment l'électricité pourrait être coupée si la facture n'était pas payée immédiatement. Maman, ai-je dit doucement mais fermement. Par l'intermédiaire d'amis communs et de la famille élargie, j'en ai appris plus sur la situation chez mes parents dans les semaines qui ont suivi. La dernière idée d'entreprise de Ryan, une application pour connecter les propriétaires avec des bricoleurs locaux, n'avait réussi à obtenir aucun investisseur supplémentaire. Mes parents avaient apparemment contribué plusieurs milliers de leurs économies de retraite, de l'argent qui avait maintenant disparu sans rien à montrer. Melissa avait réduit ses heures à la quincaillerie, prétendant que le stress de la situation affectait sa santé. Cela a encore mis à rude épreuve les finances de mes parents car ils soutenaient maintenant 3 adultes avec seulement le revenu partiel de retraite de mon père et les bénéfices décroissants du magasin. L'électricité a effectivement été coupée pendant 48 heures avant que mes parents ne parviennent à négocier un plan de paiement. Cette information est venue de ma tante Linda qui a appelé pour me donner des mises à jour et, à ma grande surprise, exprimer son soutien. Tes parents ont favorisé ta sœur pendant des années, a-t-elle confié. Beaucoup d'entre nous dans la famille l'ont vu, mais personne ne voulait interférer. On attendait toujours de toi que tu sois le responsable, même quand tu étais plus jeune que Melissa. Sa validation de mon expérience était inattendue et émouvante. Pendant si longtemps, je m'étais demandé si ma perception de la dynamique familiale était exacte ou si j'étais trop sensible. Entendre une aînée de la famille confirmer le schéma a aidé à solidifier ma résolution de maintenir les limites que j'avais établies. 3 semaines après notre confrontation, les appels et les messages de ma famille ont commencé à changer de ton. Les textos de ma mère sont devenus apologétiques plutôt qu'accusateurs. Mon père a laissé un message vocal reconnaissant que les choses auraient pu être mieux gérées concernant ta chambre. Ma sœur a envoyé un message suggérant que nous dissipions le malaise et recommencions à zéro.
Le changement était remarquable, mais pas entièrement surprenant. Avec leurs coussins financiers retirés et la réalité de leur situation devenant apparente, la réconciliation et la reprise potentielle de mon soutien étaient devenues une priorité. J'ai abordé ces ouvertures avec prudence, conscient qu'un véritable changement nécessiterait plus que des remords temporaires motivés par la nécessité financière. Le schéma avait été établi sur des décennies. Il ne serait pas résolu par une seule conversation ou excuse. Alors que je réfléchissais à la façon de répondre à l'attitude changée de ma famille, je me suis concentré sur la construction de la vie que je voulais, une vie définie par le respect mutuel dans toutes les relations. Des limites claires et la liberté de poursuivre ma propre voie sans justification constante. Le voyage à venir serait difficile, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais pleinement aligné avec mes propres valeurs et besoins. Après un mois de contact limité, j'ai reçu un appel de ma mère qui semblait différent de ses précédentes tentatives de communication. Sa voix manquait de l'accusation sous-jacente qui avait caractérisé nos récentes interactions. « Jason, j'ai beaucoup réfléchi », a-t-elle commencé. « Ton père et moi tu nous manques. Nous aimerions avoir un dîner de famille ce dimanche juste pour parler des choses. Pas de pression, pas d'attente, juste du temps en famille pour dissiper le malaise. » J'ai hésité, méfiant de retomber dans les vieux schémas. Est-ce que Melissa et Ryan seront là? Oui, ils restent toujours avec nous. Mais ce dîner concerne la guérison de notre relation avec toi. Tout le monde est d'accord pour dire que les choses ont dérapé. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté d'y assister. Une partie de moi espérait que la confrontation avait véritablement déclenché une réflexion et un changement. Peut-être qu'avec des limites claires établies, nous pourrions commencer à construire une dynamique plus saine. Je suis arrivé chez mes parents dimanche après-midi avec un optimisme prudent. Ma mère m'a accueilli avec une étreinte qui semblait presque désespérée dans son intensité. Mon père a offert une poignée de main et un bourru, content de te voir, fils. Aussi proche de la chaleur qu'il l'affichait généralement. Le premier signe d'avertissement est venu lorsque j'ai jeté un coup d'œil vers le couloir et vu que la porte de mon ancienne chambre était décorée d'une plaque en bois indiquant « Chambre de Melissa et Ryan ». Le garage, que j'ai remarqué par une fenêtre, restait inchangé, toujours rempli de boîtes et d'équipements de pelouse sans aucun signe de la conversion qu'ils avaient mentionné. Le dîner a commencé assez agréablement avec des conversations neutres sur la météo et les nouvelles locales. Ma mère avait préparé tous mes favoris d'enfance, rôtis, purée de pommes de terre et tarte aux pommes pour le dessert. L'effort était transparent mais apprécié. Cependant, pendant que nous mangions, la conversation a progressivement dérivé vers des questions financières. Mon père a mentionné les difficultés persistantes de la quincaillerie. Ma mère a déploré la hausse du coût des courses maintenant qu'il nourrissait 4 adultes. Ces commentaires étaient livrés avec des regards en biais dans ma direction, testant si j'offrirais de l'aide. J'ai maintenu un engagement poli sans mordre à l'hameçon, redirigeant les conversations lorsqu'elles viraient trop évidemment vers des préoccupations financières. Cette danse a continué jusqu'à ce que le dessert soit servi, moment où Melissa s'est raclé la gorge pour ce qui était clairement une annonce planifiée. Puisque nous sommes tous ensemble en famille, a-t-elle commencé en regardant Ryan avec un sourire répété, nous voulions partager une nouvelle. Nous attendons un bébé. L'annonce a été accueillie par des exclamations de joie de mes parents. Ma mère a joint ses mains de plaisir tandis que mon père tapait Ryan sur l'épaule avec un enthousiasme inhabituel. Félicitations, ai-je offert sincèrement. C'est une merveilleuse nouvelle. Merci, a répondu Melissa, son expression passant à quelque chose de plus calculé. Bien sûr, cela change quelque peu notre situation. Nous aurons certainement besoin de plus d'espace maintenant, surtout une fois que le bébé sera là. Et avec Ryan toujours en recherche d'emploi et mes heures réduites au magasin, nous sommes inquiets pour les finances. Et c'était là. Le véritable but du dîner de réconciliation, non pas aborder le manque de respect ou établir des limites plus saines, mais tirer parti d'une nouvelle circonstance pour un soutien supplémentaire. Mon père s'est penché en avant. Jason, ta sœur va avoir besoin d'aide pendant cette période. La famille doit se rassembler pour des moments comme celui-ci. Nous pensions, a ajouté ma mère, sa voix douce mais insistante, que peut-être tu pourrais reconsidérer d'aider à nouveau avec les factures, juste temporairement jusqu'à ce que Ryan trouve un poste convenable, et peut-être que tu pourrais aider avec certaines dépenses de bébé. Les berceaux et les poussettes sont si chers de nos jours. La manipulation était si transparente que j'ai failli rire.
il m'avait invité à dîner sous prétexte de réconciliation uniquement pour me tendre une embuscade avec de nouvelles attentes financières déguisées en obligations familiales. Je remarque que le garage est toujours intact, ai-je observé en changeant de sujet. Je pensais que vous prévoyiez de le convertir en un espace pour moi. Ma mère a agité la main avec dédain. Eh bien, avec la nouvelle du bébé, nous devrons peut-être repenser ce plan. Le garage pourrait faire une bonne salle de jeu éventuellement, mais c'est une discussion pour une autre fois. Je vois, ai-je répondu, les pièces se mettant en place. Donc, ma chambre est définitivement celle de Mélissa et Ryan. Maintenant, le garage deviendra une salle de jeu, et mon rôle est de financer tout cela tout en n'ayant aucun espace à moi dans la maison familiale. Ne sois pas si dramatique, a claqué Mélissa. Il s'agit d'un bébé, ta nièce ou ton neveu. Vas-tu vraiment faire de ça une histoire d'arrangement de chambre? Ce n'est pas à propos des chambres, ai-je expliqué calmement. C'est à propos de schémas de comportement. Je suis venu ici ce soir en espérant que notre conversation précédente avait mené à une réflexion sur la façon dont cette famille me traite. Au lieu de cela, je trouve que rien n'a changé à part la stratégie pour demander de l'argent. L'expression de mon père s'est assombrie. Donc, tu n'aideras pas ta sœur après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé, faisant écho à la question de notre confrontation précédente. Quand avez-vous soutenu mes choix ou célébré mes succès? Quand avez-vous traité ma carrière comme précieuse plutôt que de la rejeter comme jouer avec des ordinateurs? Nous t'avons donné un toit, a interjeté ma mère. Nous t'avons nourri, habillé, éduqué. Ce sont des responsabilités parentales de base, ai-je rétorqué. Ce ne sont pas des faveurs spéciales qui exigent une dette à vie. Ryan, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. Écoute, Jason, je sais que les choses ont été tendues, mais avec le bébé qui arrive, nous devons mettre de côté nos différends. Ta sœur va être mère. Cela ne signifie-t-il rien pour toi? Bien sûr que si, ai-je répondu. Et je serai heureux d'être impliqué dans la vie de ma nièce ou de mon neveu. Mais cette implication ne peut pas être assortie de conditions financières ou être utilisée comme levier pour extraire un soutien. La façade de la réconciliation s'est effondrée entièrement à ce moment-là. Mon père m'a accusé d'être égoïste et ingrat. Ma mère s'est retirée dans les larmes et les commentaires culpabilisants sur la loyauté familiale. Mélissa alternait entre la colère et la détresse performative sur le stress affectant sa grossesse. Alors que les accusations volaient, j'ai maintenu un extérieur calme qui démentait ma déception interne. J'avais sincèrement espéré un changement, une certaine reconnaissance des schémas dysfonctionnels qui avaient caractérisé notre famille pendant des années. Au lieu de cela, j'ai trouvé les mêmes comportements manipulateurs simplement adaptés aux nouvelles circonstances. Je pense qu'il est temps pour moi de partir, ai-je finalement dit en me levant de table. Ce dîner n'était pas une réconciliation. C'était pour rétablir l'accès à mon soutien financier. Comment oses-tu, a haleté ma mère. Nous t'avons invité ici par amour. Si c'était vrai, ai-je répondu, alors mon refus de fournir de l'argent n'entraînerait pas cette réaction. Dans une relation saine, l'amour n'est pas conditionnel au soutien financier. Alors que je me dirigeais vers la porte, Mélissa a lancé ce qu'elle pensait clairement être une pique dévastatrice. Si tu pars maintenant, ne t'attends pas à faire partie de la vie de ce bébé. Je me suis retourné une dernière fois. Le trajet de retour était lourd de finalité. J'avais donné une chance réelle à la réconciliation, espérant que des limites claires pourraient mener à des interactions plus saines. Au lieu de cela, j'avais découvert que les schémas étaient trop profondément ancrés pour des solutions simples. Aussi douloureuse que fut la réalisation, elle apportait aussi de la clarté. Aller de l'avant nécessiterait d'accepter que la dynamique familiale pourrait ne jamais changer. Mes options étaient de continuer à participer au dysfonctionnement ou de construire une vie définie par des relations plus saines, même si cela signifiait créer une distance avec ma famille d'origine. Cette nuit-là, j'ai pris la décision difficile de bloquer temporairement les numéros de ma famille. Ce n'était pas une solution permanente, mais j'avais besoin d'espace pour traiter les événements de la soirée sans la pression constante de leurs messages et appels. Les limites que j'avais établies n'étaient pas respectées, et parfois la seule façon d'appliquer une limite est de supprimer physiquement la possibilité de sa violation. En regardant les lumières de la ville depuis la fenêtre de mon Penthouse, j'ai ressenti un mélange complexe de chagrin et de résolution. La famille que j'avais toujours espérée n'existait peut-être pas, mais je pouvais toujours créer des liens basés sur le respect mutuel et l'affection véritable.
Le chemin à suivre serait difficile, mais nécessaire pour mon propre bien-être. Les mois qui ont suivi le dîner de réconciliation raté ont été transformateurs d'une manière que je n'avais pas anticipée. Sans la ponction constante du drame familial, je me suis retrouvé avec de l'énergie émotionnelle à investir dans la croissance personnelle et des relations significatives. La première étape de mon parcours de guérison a été de trouver un thérapeute spécialisé dans les dynamiques familiales. Le docteur Lipton m'a aidé à comprendre que le comportement de ma famille suivait des modèles classiques d'enchevêtrement et de permissivité. Nos séances hebdomadaires sont devenues un espace pour démêler des années de conditionnement qui m'avaient laissé me sentir responsable du bien-être de ma famille tout en recevant peu de soutien en retour. Ce que vous décrivez est une dynamique courante dans les familles avec un fort identifié et un nécessiteux identifié, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement perspicace. Dès votre plus jeune âge, vous avez été désigné comme autosuffisant et capable, tandis que votre sœur était perçue comme nécessitant une aide et des ressources supplémentaires. Ces rôles s'auto-renforcent avec le temps. Comprendre le schéma n'a pas immédiatement éliminé la culpabilité et le doute qui faisaient surface régulièrement. Il y avait des nuits où je remettais en question ma décision d'établir des limites fermes, me demandant si je réagissais de manière excessive ou si j'étais inutilement dur. Le docteur Lipton m'a aidé à reconnaître ces pensées comme le résultat d'années de conditionnement plutôt que comme des réflexions précises de la situation. La culpabilité saine motive la réparation lorsque nous avons véritablement fait du tort à quelqu'un, a-t-elle noté. Ce que vous vivez est une culpabilité toxique, la fausse croyance que fixer des limites appropriées est en quelque sorte nuisible aux autres. À mesure que ma perspective changeait, j'ai commencé à renouer avec des membres de la famille élargie qui avaient été témoins de la dynamique de l'extérieur. Ma tante Linda est devenue une source inattendue de soutien et de validation. Au cours d'une longue conversation téléphonique, elle a partagé des observations confirmant que mon expérience n'était ni imaginée ni exagérée. Tes parents ont toujours eu des attentes différentes pour toi et Mélissa, a-t-elle confirmé. Quand tu avais 16 ans et que tu voulais aller à ce camp d'été de codage, ils ont dit que c'était trop cher, mais la même année, ils ont dépensé 2 fois plus pour la virée shopping de Mélissa avant l'université. Beaucoup d'entre nous l'ont remarqué, mais ce n'était pas notre place d'intervenir. Ces conversations avec la famille élargie m'ont aidé à réaliser que je ne coupais pas tous les liens familiaux, mais que je redéfinissais simplement quelle relation méritait un investissement. Mon cousin Thomas, autrefois mentionné par mon père comme le chemin idéal que j'aurais dû suivre, a tendu la main de manière inattendue après avoir entendu parler de notre rupture. J'ai toujours admiré la façon dont tu es resté fidèle à ta passion malgré la pression de l'oncle Frank, a-t-il admis. La quincaillerie est en difficulté et je suis piégé dans une carrière dont je n'ai jamais voulu. Tu as été plus intelligent que nous tous en suivant ta propre voie. Le développement le plus significatif est peut-être survenu lorsque mon jeune cousin Alex m'a contacté pour des conseils de carrière. À 22 ans, il faisait face à une pression familiale similaire pour suivre des voies conventionnelles plutôt que de poursuivre son intérêt pour le marketing numérique. Tout le monde dit que ce n'est pas une vraie carrière, a-t-il expliqué lors de notre premier appel vidéo. Mais je vois le potentiel et je suis bon dans ce domaine. Je ne sais juste pas comment gérer les critiques de la famille. Nos conversations ont évolué vers une relation de mentorat qui nous a profité à tous les deux. J'ai aidé Alex à développer des compétences et à établir des contacts dans l'industrie, tandis que sa situation me donnait une perspective sur mon propre parcours. Contrairement à ma relation avec ma famille immédiate, nos interactions étaient caractérisées par le respect mutuel et l'appréciation. Tu es la seule personne dans la famille qui ne me traite pas comme un gamin avec des rêves irréalistes, m'a dit Alex après que je l'ai aidé à obtenir son premier poste professionnel. Au fil des mois, j'ai tissé des liens plus forts avec des amis qui étaient devenus ma famille choisie. Les vacances, autrefois source de stress et d'obligation, se sont transformées en véritables célébrations. Pour Thanksgiving, j'ai organisé un dîner pour des amis qui ne pouvaient pas rentrer chez eux ou choisissaient de ne pas le faire. Noël a inclus un voyage de ski avec Marcus et 3 autres amis proches. Ces rassemblements manquaient du courant sous-jacent de tension qui avait caractérisé les fêtes familiales. Il n'y avait pas de commentaires passifs-agressifs, pas de comptage des affronts perçus, pas d'attente au-delà de profiter de la compagnie des uns des autres. Je me suis retrouvé à me détendre d'une manière qui n'avait jamais été possible lors des événements familiaux. Professionnellement, l'absence de drame familial m'a permis de me concentrer plus pleinement sur ma carrière. J'ai dirigé un projet majeur qui a étendu la part de marché de notre entreprise et a abouti à une promotion au poste de directeur de l'innovation. L'ironie ne m'a pas échappé,
la carrière que mes parents avaient rejetée comme « jouer avec des ordinateurs » m'avait fourni une sécurité financière et un épanouissement professionnel bien au-delà de tout ce que la quincaillerie familiale aurait pu offrir. Par l'intermédiaire de connaissances communes, je recevais occasionnellement des mises à jour sur la situation de ma famille immédiate. La quincaillerie avait continué son déclin, fermant finalement 2 des 3 emplacements. Ryan avait enchaîné plusieurs autres emplois, aucun ne durant plus de quelques mois. Mélissa avait donné naissance à un petit garçon, mes parents assumant la responsabilité financière principale de nombreuses dépenses. Ces mises à jour ne déclenchaient plus la culpabilité et la responsabilité qu'elles auraient autrefois provoquées. J'avais fini par comprendre que mon soutien financier avait favorisé le dysfonctionnement plutôt que d'aider. En retirant ce soutien, j'avais forcé une confrontation avec la réalité qui, bien que douloureuse, était nécessaire pour toute possibilité de changement véritable. 6 mois après notre dernière interaction, ma mère a envoyé un email qui se distinguait de ses communications précédentes. Au lieu de culpabilité ou d'accusation, il contenait une demande simple. Nous aimerions nous rencontrer en terrain neutre pour parler. Pas d'attente, pas de demande, juste parler. J'ai considéré l'invitation, en discutant soigneusement avec le docteur Lipton avant de décider d'accepter une réunion dans un café à mi-chemin entre nos maisons. L'emplacement était symbolique, ni leur territoire ni le mien, mais un espace neutre où nous pourrions interagir en tant qu'adultes sans l'histoire chargée de la maison familiale. En conduisant vers la réunion, je me suis rappelé les limites que j'avais établies et les progrès que j'avais réalisés. Quoi qu'il arrive lors de cette rencontre, je ne sacrifierai pas mon bien-être au nom d'une harmonie artificielle. Une véritable réconciliation, si elle était possible, devrait être construite sur l'honnêteté et le respect mutuel plutôt que sur la prétention qui avait caractérisé notre tentative précédente. 1 an après l'incident de la chambre qui avait catalysé des changements si profonds dans ma vie, j'étais assis en face de mes parents dans un coin tranquille du Riverside Café. L'emplacement neutre avait été une condition non négociable de mon accord pour nous rencontrer. Ma mère semblait plus âgée que dans mes souvenirs, des lignes de stress évidentes autour de ses yeux. Mon père, toujours robuste et autoritaire dans mes souvenirs d'enfance, semblait diminuer d'une certaine manière, ses épaules légèrement voûtées. « Merci d'avoir accepté de nous voir », a commencé ma mère, ses mains serrées autour de sa tasse de café. « Ça signifie beaucoup. » J'ai hoché la tête, attendant d'entendre leur but plutôt que de remplir le silence de réassurance. Mon père s'est raclé la gorge. L'année passée a été difficile. Le magasin est maintenant réduit à l'emplacement d'origine. Les affaires ont été lentes. Je me suis préparé à ce que je supposais suivre, une autre demande financière déguisée en réconciliation. Mais mon père m'a surpris en continuant dans une direction différente. « Ce n'est pas pour ça que nous avons demandé à te rencontrer », a-t-il dit, semblant lire mes pensées. « Nous nous débrouillons. Ta mère a pris un emploi à temps partiel à la bibliothèque et j'ai réduit les dépenses au magasin. Nous sommes ici parce que... » Il a hésité, cherchant du soutien auprès de ma mère. « Tu nous manques », a fini ma mère simplement, et nous avons beaucoup réfléchi aux choses que tu as dites sur le respect et les limites. La conversation qui a suivi ne ressemblait à aucune de celles que nous avions jamais eues. Pour peut-être la première fois, mes parents parlaient sans la posture défensive qui avait caractérisé toutes nos interactions précédentes. Ils ont reconnu, avec hésitation au début, puis avec une franchise croissante, le schéma de favoritisme qui avait façonné notre dynamique familiale. Nous avons toujours pensé que Mélissa avait besoin de plus d'aide, a admis ma mère. Tu semblais si capable, si indépendant dès le plus jeune âge. Il est devenu facile de s'appuyer là-dessus, de s'attendre à ce que tu te débrouilles pendant que nous nous concentrions sur ces difficultés. Mon père, moins à l'aise avec la vulnérabilité émotionnelle, a néanmoins offert sa propre reconnaissance. Je ne comprenais pas ton intérêt pour les ordinateurs. Je voulais que tu suives ma voie parce que c'était ce que je connaissais. Quand tu as réussi dans quelque chose que je ne comprenais pas, c'était un défi pour ma fierté. Leurs aveux n'étaient pas parfaits. Il y avait des moments de justification, des tentatives d'expliquer plutôt que de simplement reconnaître. Mais sous l'imperfection, il y avait quelque chose de nouveau, une véritable tentative de me voir clairement, peut-être pour la première fois. Nous ne demandons pas d'argent, a déclaré mon père fermement. Nous ne te demandons pas d'oublier ce qui s'est passé. Nous voulons juste une chance de mieux faire à l'avenir. Je m'étais préparé à de nombreux scénarios, mais cette humble demande m'a pris au dépourvu. Je m'étais attendu à maintenir mes défenses contre la manipulation, pas à naviguer dans ce qui semblait être de véritables remords.
Et Mélissa et Ryan, ai-je demandé. Où en sont-ils dans tout ça? Ma mère a soupiré. Ils vivent toujours avec nous. Le bébé, ton neveu Thomas, a 7 mois maintenant. Ryan a trouvé un travail stable dans un entrepôt. Pas ce qu'il voulait, mais un revenu fiable. Mélissa commence à accepter certaines réalités. Ils ne savent pas que nous te rencontrons. Mon père a ajouté, c'est à propos de notre relation avec toi, pas d'eux. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, traversant des années de blessures et de malentendus accumulés. Il y a eu des moments difficiles où les vieux schémas menaçaient de refaire surface, l'instinct de ma mère de minimiser, la tendance de mon père aux déclarations autoritaires, mais à chaque fois, ils se sont repris, faisant des efforts visibles pour écouter plutôt que de se défendre. Vers la fin de notre conversation, ma mère a tendu la main à travers la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Nous aimerions faire partie de ta vie à nouveau, de la manière qui te convient. Nous savons que nous ne pouvons pas défaire le passé, mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. J'ai considéré leur demande attentivement. Les progrès qu'ils avaient montrés étaient significatifs, mais j'étais aussi conscient qu'un changement durable nécessiterait un effort constant dans le temps. Les limites que j'avais établies avaient été nécessaires pour mon bien-être, et je n'étais pas prêt à les sacrifier au nom d'une réconciliation facile. J'aimerais ça aussi, ai-je finalement dit, mais ça doit être différent d'avant. Je ne peux pas revenir à l'ancienne dynamique. Nous comprenons, a hoché mon père. Nous ne demandons pas ça. Nous avons convenu de commencer petit. Des appels téléphoniques occasionnels, peut-être un dîner une fois par mois. Pas d'enchevêtrement financier, pas d'attente au-delà du respect mutuel. C'était un début timide, mais construit sur une fondation plus honnête que nous n'en avions jamais eu auparavant. Quant à Mélissa et Ryan, j'ai exprimé ma volonté de rencontrer mon neveu éventuellement, mais j'ai clairement indiqué que ma relation avec eux devrait évoluer séparément de ma relation avec mes parents. Le système familial enchevêtré qui nous avait définis pendant si longtemps était en train d'être démantelé, remplacé par des limites plus claires et des connexions individuelles. Dans les mois qui ont suivi cette première réunion, nous avons lentement reconstruit notre relation. Il y a eu des revers, des moments où les vieux schémas ont refait surface et ont dû être traités. Mais il y a aussi eu de véritables progrès. Mon père a assisté à une conférence technologique où j'étais conférencier principal, faisant un effort visible pour comprendre la carrière qu'il avait rejetée pendant si longtemps. Ma mère a commencé à poser des questions sur ma vie et mes intérêts sans ramener immédiatement les conversations à Mélissa ou aux obligations familiales. Plus significativement, ils ont respecté les limites que j'avais maintenues concernant le soutien financier. Lorsque le magasin a fait face à un autre trimestre difficile, ils m'ont informé de la situation mais ont explicitement déclaré qu'ils ne demandaient pas d'aide. Lorsque j'ai finalement offert un petit prêt commercial avec des conditions claires et des attentes de remboursement, c'était mon choix plutôt que leur exigence.